Donc, quelle est votre vision de la crise sur les collectivités locales en France et vue à partir des réflexions du Conseil de l'Europe? Alors nous sommes là à Strasbourg, au Conseil de l'Europe. Je suis donc dans mes fonctions de président de la Chambre des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe, une chambre qui rassemble des maires, des présidents ou des vice-présidents de conseils généraux et de conseils régionaux, de l'ensemble des 47 pays de l'Europe. Donc, naturellement, je vais vous donner cette impression d'abord. Puis ensuite, nous viendrons, si vous le souhaitez, à ma casquette habituelle, c'est-à-dire être élu français et comment on le ressent en France. Sur l'ensemble de l'Europe, cette crise financière arrive dans un moment où tous les crédits étaient déjà en baisse. Au sein du Conseil de l'Europe, il y a des restrictions de crédit. Et ces restrictions de crédit, naturellement, se répercutent sur tous les organes du Conseil de l'Europe, y compris le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Donc ça, c'est la partie fonctionnement interne de nos institutions. Mais cela ici, dans cette maison à Strasbourg, dans ce palais de l'Europe à Strasbourg, nous handicape assez. Mais la vie sur le terrain. De partout, nos collègues maires nous disent, présidents de département ou de judettes, enfin, ou de sujets, suivant comment ça s'appelle dans ce pays, nous disent, vous savez, on n'arrive plus à faire face à nos obligations. Alors, pour un certain nombre, pardon, pour un certain nombre de collectivités, ça se traduit par un abandon de certaines compétences. On a des pays dans lesquels la situation sociale est particulièrement difficile, dans lesquels la solidarité, en particulier au niveau des grosses communes ou des départements, était une des compétences de cette collectivité. Eh bien, on a des coupes qui sont des coupes importantes. Donc, naturellement, cela va poser des problèmes pour la vie sociale dans ces pays. Et là-dessus, nous sommes en train de faire une étude. On récolte les renseignements que l'on peut acquérir dans tel ou tel pays pour que justement nous ayons un état des lieux. Je ne peux pas vous le donner aujourd'hui, il ne sera pas fait. Demain en commission, nous commencerons d'en avoir quelques-uns. Ça sera pour la session de l'automne que nous devrions avoir des chiffres plus précis. Peut-être pas pays par pays, mais pour un certain nombre de pays, nous devrions avoir ceci. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des solutions qui sont déjà envisagées, déjà à l'étude? Pour les solutions au niveau de l'Europe, chacun se cherche actuellement. Car c'est ce qu'il faudrait trouver. La solution par rapport à une baisse de crédit, c'est pas forcément de tout arrêter. Parce que tout arrêter, c'est aussi préparer une situation encore plus difficile pour dans 2 ou 3 ans. Et ça serait finalement dramatique. J'espère que nous trouverons des solutions. Mais dans chaque pays, d'après ce que l'on entend autour de nous, dans chaque pays on cherche, et c'est un petit peu, excusez-moi, cette comparaison, comme la quadrature du cercle, parce que personne n'arrive bien à savoir. On fait des économies. On fait des économies concernant le fonctionnement. Mais dans l'ensemble des pays d'Europe, et la France n'échappe pas à cette règle, cela fait déjà quelques années qu'il y avait quelques coupes qui étaient faites, quelques économies qui étaient demandées. Alors quand on a demandé des économies de fonctionnement pendant déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh ben on n'arrive plus à en trouver d'autres. Ou alors ça voulait dire qu'il y a 5-6 ans, on était vraiment mauvais. Hein? Alors on a quelques économies, mais ça ne suffit pas à compenser le besoin important d'action sociale qu'il y a dans beaucoup de grands pays d'Europe. Et donc votre vision Alors ma vision sur la France, d'abord elle s'inscrit dans ce cadre-là, parce que la France est naturellement pas dans une situation particulière par rapport aux autres pays d'Europe. C'est la même situation. C'est la même situation avec des choses qui sont, vous le savez bien, accentuées par le fait que ça avait commencé chez nous, même un petit peu avant la crise économique. Il y avait eu, avant la crise économique, la réforme des retraites.
Cette réforme des retraites qui engage un plus grand nombre d'années de cotisation. C'est plutôt bon pour les finances. Par contre, pour la santé des gens, ça montre aussi ses limites. C'est aussi la fameuse RGPP, Révision générale des politiques publiques, avec le non-remplacement d'un départ sur 2 à la retraite. Cela fait maintenant 4 ans que c'est en place. Et pendant ces 4 ans-là, naturellement, on prend aussi des rhumes à Strasbourg, excusez-moi. Cette fameuse RGPP, quand elle s'applique de plus en plus durement. On ne supprime plus simplement des postes sur lesquels on a pu s'arranger, on supprime des postes dans ce qui était nécessaire de maintenir. Et donc tout ceci, ça nous pose des problèmes, et vous le savez bien, ça nous pose en France. Bon, chacun connaît mes opinions en moi. Sans être outrancier, il faut bien reconnaître que même le président de la République, en fin d'année 2011, a annoncé que pour l'année 2012, dans l'éducation nationale en particulier, qui a déjà subi 60 000 suppressions de postes en 4 ans, en 2 ans, 2 ans et demi, naturellement, c'est bien à donner comme idée, mais quand on est sur le terrain, c'est pas facile à appliquer. Dire qu'il y aura encore 30 000 suppressions de postes cette année, mais que ça ne prendra pas sur les postes d'enseignants en face d'élèves, c'est une théorie, c'est bien loin d'être facilement applicable sur le terrain. Moi, je vois dans mon département, il y a effectivement moins de postes supprimés qu'on aurait pu le craindre, des postes fixes d'instituteurs, mais on a supprimé plus de 2 fois en nombre de remplaçants. Ça veut dire que dans le courant de l'année, dès qu'il y aura des remplacements à faire, il n'y aura personne. Alors il n'y aura personne, on nous a dit non, mais on mettra toujours quelqu'un, on va recruter à Pôle emploi, on va recruter, ça va être des gens qui seront formés comment? On va les prendre un jour et on leur dira demain matin, vous êtes dans une classe. Ça, c'est de la formation sur le tas, c'est pas de la vraie formation pédagogique. Ces problèmes d'effectifs touchent aussi les services des collectivités. Évidemment, puisque l'État nous demande de faire, nous aussi, un effort. Alors, sur le plan du principe, que l'on essaye nous aussi de faire nos économies, bien sûr, pourquoi pas. Mais quand vous avez des familles qui ont de plus en plus de demandes d'ordre social, d'ordre culturel, d'ordre sportif, mais surtout d'ordre social, c'est-à-dire la garde des enfants, c'est-à-dire la garderie. Quand vous en avez de plus en plus qui vous demandent ceci, et que vous allez au contraire fermer des postes, on met des gens dans des situations très difficiles. Et ça, je le regrette, mais c'est pas à mon avis ce qu'il faut faire. Est-ce qu'au niveau du financement des collectivités territoriales en France, quels sont les enjeux? Parce que les dotations ne semblent pas en passe d'augmenter. Sur les dotations de l'État, monsieur, vous connaissez bien malheureusement ce qui s'est passé depuis le mois de novembre dernier. Le gouvernement a fait voter au départ une loi disant que ça sera la même somme de dotation que l'année dernière. Et puis pendant le courant de la discussion, on a dit ah oui, mais ça sera encore même 200 millions de moins à prendre sur les collectivités. Alors, le Parlement a fait son travail, les députés, les sénateurs, à l'automne dernier, accompagnés par toutes les grandes associations d'élus, pas simplement par une seule, toutes les grandes associations, quelle que soit la sensibilité politique de leur président, pour dire, attendez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, on a essayé d'articuler différemment les 200 millions d'économies supplémentaires. On les a pris ailleurs que sur la dotation globale de fonctionnement, sur la DGF. Mais on les a pris quand même. Sur d'autres dotations, sur des augmentations qu'il devait y avoir, il y a quand même 200 millions de moins. Vous ajoutez à ceci qu'il y a donc 200 millions de moins et qu'il y a des besoins supplémentaires. Alors on fait comment? Vous savez, moi je connais toutes les communes de mon département, mais dans d'autres départements, les collègues sénateurs me disent que c'est la même chose.
ils ont de plus en plus de demandes. Comme les participations en subvention sont moindres qu'elles l'étaient avant de la part des départements et des régions, mais surtout des départements, parce que les communes ont surtout une solidarité qui vient des départements. Les régions, un peu aussi. Et bien, comme ces enveloppes budgétaires baissent, alors il y a des départements qui ont masqué la baisse en maintenant le taux de subvention, mais ils ont mis un plafond de dépenses subventionnables qui est beaucoup plus bas qu'avant. Et donc, on ne subventionne pas sur la totalité du projet, mais sur une partie du projet. Alors, sur la partie du projet, on dit qu'on continue de subventionner, par exemple, à 40%, mais avant, c'était sur la totalité du projet, maintenant, c'est sur la moitié du projet. Donc, ça vous fait une subvention, un taux de subvention qui diminue beaucoup, même si c'est déguisé. Et, en disant ceci, je n'attaque pas tel ou tel département, car beaucoup de départements ont été obligés de trouver une astuce pour faire cela. Voilà tout ce qu'il faudrait redire. Est-ce que, je sais que beaucoup d'élus rêvent des fonds européens qui sont difficiles à obtenir, mais qui pourraient compenser un certain nombre, notamment sur un certain nombre de projets sociaux. Mais la question est, est-ce un rêve ou est-ce que cela peut compenser les manques de l'État? Alors, réponse à votre question, est-ce que c'est un rêve? Oui, en partie. Ça veut dire qu'il y a une partie de réalité. Mais il y a une partie de rêve. Est-ce que ça peut compenser ce qui était avant? Certainement pas. Parce que c'est sur une partie seulement des investissements, et sur tout le reste, ce n'est pas les fonds européens qui versaient. Pourquoi je dis ceci? D'abord, permettez-moi de tordre le cou déjà à une première idée. Nous sommes ici au Conseil de l'Europe. Nous ne sommes pas à l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe est le premier organe européen fondé après la guerre, dès 1949, 5 ans, même pas 5 ans après l'armistice de 1945. C'est un organe de réflexion, c'est un organe d'orientation politique et philosophique, mais c'est un organe qui a pratiquement pas de budget. Donc il ne donne pas de subvention. Le Conseil de l'Europe, dans toutes ses composantes, ne donne pas de subvention. L'Europe qui donne des subventions, c'est l'Union européenne. Le Parlement européen qui siège ici un petit peu, mais qui siège aussi, surtout à Bruxelles, avec une commission européenne. Là, il y a de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il y a déjà de l'argent à déborder, mais il y a de l'argent. Et ça, pour l'instant, ils sont peu affectés par la baisse des crédits. Je dis peu, pourquoi? Parce que vous savez bien que l'argent du Parlement européen, par exemple la contribution française, c'est une partie de la TVA. Le pourcentage n'a pas changé, mais avec la baisse de l'activité économique, il y a moins de TVA que les années précédentes. Donc la participation prise sur les citoyens français à l'Europe baisse un petit peu. Donc, mais il y en a. Quand on sait, et là, tous les élus locaux de France vous le diront, quand on sait la complexité qu'il y a pour faire des dossiers de subvention à l'Union européenne, c'est pas simple. La plupart du temps, il faut arriver à s'inscrire dans une ligne budgétaire et passer par l'intermédiaire de la préfecture. Les préfectures transmettent aux préfectures de région, et les préfectures de région voient sur la somme qu'il y a s'ils peuvent prendre. Mais tous ces passages à des échelons successifs font qu'il y a tous les ans, à la fin de l'année, moins de crédits demandés qu'il n'y avait de potentiel à faire avant, à affecter au départ. Ça veut dire que chaque année, et l'Europe y compte dessus, chaque année, il y a moins d'argent distribué que ce qu'on aurait pu distribuer dans chacun des départements français. Alors de temps en temps, il y a un département qui prend bien toute sa dotation, mais c'est une exception. Et là, eh bien, ce sont malheureusement aux élus de se prendre en charge, aux élus de voir bien quels sont les critères que l'Europe peut financer,
Ça change de département à département, ceci, suivant qu'on est dans une zone, il y a ceux d'intérêt agricole, il y a ceux qui sont d'intérêt environnemental, il y a ceux qui sont d'intérêt social. Tous ces chiffres-là évoluent d'une année à l'autre, et pas toujours, et suivant les régions. Donc, d'une région à une autre, les taux ne sont pas les mêmes. Ça, c'est de la recherche par chaque collectivité. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Mais il y a probablement à gratter un petit peu plus. Mais merci beaucoup. Je vous en prie.